Dentsu, ça veut dire électronique en japonais. Il est omniprésent, son siège social est dans une magnifique tour de Jean Nouvel. L'agence Dentsu est la plus grosse agence de publicité au monde. Alors elle est concentrée sur le Japon, mais en termes de taille, c'est la plus grosse agence de publicité au monde. Et ce groupe s'est considérablement diversifié. Il s'est diversifié dans les contenus, il s'est diversifié dans l'univers du sport. C'est le premier partenaire de Tokyo 2020. Grand acteur mondial, 3e capitalisation boursière au monde. C'est devant un certain nombre, derrière WPP, derrière Omnicom, c'est 50 000 collaborateurs, c'est la moitié de Publicis, mais c'est en termes de capitalisation boursière devant. Et si c'est devant, c'est parce que les analystes financiers considèrent que les investissements qui sont réalisés par Dentsu sur les leviers digitaux du futur sont pertinents. Et c'est la raison pour laquelle ils nous accordent, je dirais, une surcote qui est évaluée à 20%. Sur la partie France, ce groupe est né avec une agence qui s'appelle Cara. Cara, c'est une agence média qui est née dans les années 60, qui a disrupté le marché de la publicité, puisque tout ce qui était achat d'espace est entre les mains du duopole Publicis et Havas. Et Gilbert Gross, 84 ans, bon pied, bon oeil, Gilbert Gross a dit moi je vais entrer dans cet univers-là. Ça a été très difficile pour lui. Il a inventé un métier. Et ce métier s'est déployé dans le monde entier. Il n'y a pas un groupe de com qui n'ait pas de réseau d'agences médias aujourd'hui, Cara étant le plus grand réseau d'agences médias au monde, présent dans 170 pays. C'est un vrai groupe international puisque 60% de l'activité se fait en dehors du Japon. Qu'on est 3e en Europe et qu'on a des activités là aussi très diversifiées. Je vais prendre le cas de la France parce que c'est important, parce que Cara est né en France, sauf que comme vous le savez, nous avons eu la loi Sapin en 1992-93 et que ce groupe s'est diversifié dans d'autres univers que l'achat d'espace ou la stratégie média et que nous sommes l'organisateur par exemple des championnats du monde de handball en France, l'organisateur de la Coupe africaine des nations, que notre premier client ce sont les pouvoirs publics, donc on fait toutes les campagnes des pouvoirs publics, que nous sommes 1300 en France, que nous avons une douzaine d'agences, dont Cara, mais également des agences digitales comme Isobar, des agences. Nous sommes le premier partenaire mondial de Google avec un réseau qui s'appelle iProspect, etc., etc. Donc une activité qui s'est considérablement diversifiée, ce qui fait que Dentsu en France, au-delà de ces 1300 collaborateurs, c'est 50% d'activité dans l'univers des médias et 50% de l'activité en dehors des médias. L'univers des médias comme celui de la communication sont de toute enquête les univers les plus disruptés, ils vont continuer à l'être. Ce qui a changé, c'est l'attente des clients à l'égard des groupes de communication, qui sont des attentes d'appui, pas des attentes de réponse à des briefs, des attentes beaucoup plus holistiques qu'elles ne l'étaient par le passé, puisqu'avant on disait je t'envoie un brief et puis essaie de répondre à mon brief sur des problématiques de médias. Et on voit bien qu'aujourd'hui, nos clients attendent qu'on comprenne mieux leurs problématiques business et qu'on y réponde avec des expertises extrêmement pointues par des personnes qui ont cette vision holistique parce que tout est convergent. Je pense que le grand changement, c'est la convergence dans nos métiers. Un client aujourd'hui, il souhaite qu'on puisse, grâce à la data, mieux cibler, mieux comprendre déjà, mieux écouter ses clients et que cette écoute aiguisée des clients permet le phénomène d'adressabilité, c'est-à-dire de pouvoir adresser le bon message à la bonne personne au bon moment dans le bon contexte, et puis la data qui de plus en plus va être utilisée dans la personnalisation des messages. Et cette convergence-là fait que, je vois, les marques vont investir sans aucun doute moins d'argent média, parce que la data qu'ils vont utiliser plus intelligemment, avec des algorithmes, avec de l'appui, avec de la technologie et des talents, et bien cette data va permettre finalement de moins se disperser. Parallèlement à ça, il y a une attente de personnalisation de la relation entre une marque et un client, un usager, un consommateur, un citoyen, parce qu'en politique, il se passe exactement la même chose. Et cette data permet justement d'individualiser, de personnifier l'expérience. Et aujourd'hui, avec la data, vous allez de plus en plus pouvoir vous adresser à des gens que vous connaissez. C'est ça la grande révolution du marketing. Je pense que c'est la première fois dans l'histoire, vous me direz si j'ai raison, quand on se reverra, qu'on observe en Europe, je ne parle pas que de la France, une décorrélation entre
l'évolution du PIB et l'évolution des dépenses publicitaires. D'habitude, les recettes, les investissements publicitaires sont tout à fait connectés et corrélés à l'évolution du PIB d'un pays, et je pense qu'on va assister à un changement parce que justement, on investit plus dans cette connaissance qu'on veut des consommateurs, parce que beaucoup d'entre nous, on a du mal à les écouter. C'est pas qu'on n'a plus envie de les écouter, c'est qu'on a du mal à les écouter, et les politiques, il se passe exactement la même chose. Là où on est, je trouve, au début d'une révolution, et on en est dans une période, j'allais dire, c'est presque le Far West, c'est dans tout ce qui est création de contenu personnalisé, d'expériences personnalisées, qui finalement vous engagent. Et quand vous voyez que 88% des Français ne croient pas aux messages publicitaires, ça ne veut pas dire qu'ils ne croient pas à des messages, ça ne veut pas dire qu'ils ne croient pas aux expériences, ça ne veut pas dire qu'ils ne croient pas à la relation avec les marques. Au contraire, ils attendent beaucoup des marques. Et c'est vers cette révolution-là qu'on est en train de s'acheminer, avec des créations de contenu, des formats nouveaux, des nouvelles écritures. J'en veux pour preuve que si vous avez fait, comme moi parfois, du marketing dans des écoles beaucoup moins prestigieuses que l'ESSEC, mais quand vous avez fait ce type d'études, on vous a expliqué que ce qui faisait mouche, c'était un format 16/9 avec un jingle, parce qu'une pub sans jingle, ça n'existe pas. Dans tous les bons bouquins de marketing, manque de peau, les écrans sont devenus verticaux et il n'y a plus de son. Eh bien, ces nouvelles écritures-là, on n'en est qu'au début. Et je dois vous avouer que les réseaux traditionnels de publicité ont du mal à entrer dans ces nouvelles écritures ou ces nouvelles grammaires. Pas seulement pour les raisons que j'évoquais de référence culturelle au 16/9 et au jingle, mais aussi parce que le business model, lui, est challengeant. C'est, je veux dire, d'aller filmer, parce que la lumière est formidable à Cape Town, un 30 secondes pour Orange, ça fonctionne, j'ai cité le troisième, c'est bon, s'il m'en manque un, vous me dites. Mais voilà, ça marche, ça c'est pour une agence de pub, c'est profitable. En revanche, se dire que pour tel produit d'Orange, il faut que je fasse 30 000 messages différents, individualisés, parce que telle formule correspond à tel profil d'individu, ça exige une industrialisation de la création de contenu avec toute cette dimension data que j'ai évoquée. Et ça, c'est des nouvelles, je répète, c'est des nouvelles écritures, parce que c'est pas forcément 30 secondes, c'est peut-être 5, c'est peut-être 3 minutes, je ne sais pas. Mais ça, cette grammaire-là est à écrire. Ce en quoi je crois, c'est cette convergence que j'ai évoquée. Et pour adresser la convergence et répondre à des problématiques business de nos clients, eh bien, il faut avoir des expertises sur ces 3 univers. Et à l'intérieur de ces 3 domaines que sont les médias, la data et le contenu, l'expérience, eh bien, j'ai encore des expertises de plus en plus pointues. Le modèle que j'ai mis en place, que le groupe a mis en place, je vois que certains le trouvent formidable, qui est un modèle économique à PNL unique par pays. La diversité est le premier levier de l'innovation. Et donc c'est en multipliant les compétences, en multipliant les expertises, les talents avec des profils différents, qu'on arrive à être plus intelligent autour d'une problématique client. Mais pour que ça fonctionne, il faut aussi préserver l'ADN des agences. Donc c'est ça qui est complexe. C'est-à-dire que si l'idée d'avoir une agence généraliste qui fait papa-maman, ça n'existe pas. Parce que les talents, ils ont envie d'être chez des pure players. Cette attente des talents qui veulent être dans des univers culturels qui leur correspondent bien, tout en leur ouvrant, j'allais dire, les chakras, enfin, ouvrant leur curiosité pour qu'ils puissent travailler avec des gens qui ne leur ressemblent pas, mais qui adressent cette convergence que j'ai évoquée au départ. C'est-à-dire le roi de la data qui doit travailler avec l'agence média sur des problématiques d'adressabilité des messages, eh bien c'est des gens différents, sauf que c'est des gens différents. Ces gens, ils doivent travailler ensemble, et ça sera de plus en plus vrai dans cette deuxième étape de la révolution, à savoir la révolution des contenus, et Dieu sait qu'elle est devant nous. Et beaucoup d'entreprises, y compris sur des problématiques technologiques comme les DMP, vous savez, les data, les plateformes de data que l'on internalise à travers des technologies, etc., eh bien, ils ont besoin d'être accompagnés dans des modèles plus hybrides qu'avant, où oui, il faut s'acculturer et donc d'avoir les experts et des compétences en interne,
Mais quand vous internalisez à 100%, au bout de 6 mois, vos équipes, parce qu'elles ont été exclusivement opérationnelles, elles ont perdu totalement la vision de ce qui se passait à travers le monde et l'évolution notamment des technologies. Donc je suis un partisan des modèles hybrides où les entreprises restent connectées à des agences en particulier qui, elles, ont une vision bien plus large sur tout un tas de secteurs de ces bouleversements technologiques, non seulement tout un tas de secteurs, mais aussi une vision très internationale des changements qui s'opèrent. Quand iProspect, une de mes agences, on est le premier partenaire de Google, c'est pas juste premier partenaire avec l'argent qu'on met chez eux, c'est aussi premier partenaire en termes d'échanges sur les innovations, sur les métiers de demain, sur l'intelligence artificielle, etc., etc. Et on peut être un apport formidable pour les entreprises. On va vers ces métiers d'accompagnement, sachant qu'une partie de nos métiers s'industrialise, s'automatise à travers le programmatique, ce qui est le cas de l'achat d'espace. Donc on crée de la valeur effectivement dans des dimensions beaucoup plus consulting qu'avant, et on industrialise, on automatise, on met de la technologie, des algorithmes, etc., dans ce qui est la tendance d'aujourd'hui, à savoir le programmatique. Le programmatique, je sais qu'on a un ami de TF1 dans la salle, le programmatique va se faire son entrée, d'ailleurs il le fait déjà sur Internet, en télévision. Il n'est pas entré en télévision pour 2 raisons. La première, elle est réglementaire, et parce que vous avez en France il n'y a pas qu'en France, une obligation de continuité territoriale, ce qui fait que les décrochages régionaux comme France 3, c'est une dérogation à la réglementation. Et donc, quand vous avez un programme sur TF1, eh bien, toute la France doit avoir le même programme, et c'est la même chose pour la publicité. Et donc, qui dit programmatique, demain, dit capacité, finalement, à adresser un message qui soit personnalisé par foyer. Et comme vous aurez de plus en plus, Microsoft fera très bien avec la Xbox, quand vous aurez de plus en plus la possibilité d'identifier les personnes devant l'écran, eh bien, vous pourrez adresser des messages personnalisés. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, et là, il faut que TF1 et Orange se parlent, c'est que... C'est pour ça qu'on a la chair. Hein. Et oui, parce que quand vous faites un spot sur TF1 à 20h, eh bien, 100% de l'argent va à TF1, on est d'accord ? Il nous en reste très peu, je vais vous avouer. Mais bon, l'essentiel va à TF1. Sauf qu'à partir du moment où vous dites c'est du programmatique, ça veut dire que vous allez utiliser de la donnée. Quel est l'acteur qui fournit la donnée la plus pertinente ? Ça va être l'opérateur téléphonique, parce que c'est grâce au câble, etc., etc. Donc l'opérateur téléphonique, comme un Orange ou un SFR, dans cette négociation de la valeur du spot sur TF1 à 20h, à partir du moment où je vais l'individualiser par foyer, il va dire mais c'est moi qui fournis la data, donc je veux capter une partie de cette valeur. Et donc vous voyez que là se jouent aussi des grandes manœuvres business, de savoir dans le programmatique où va l'argent et qui capte la valeur. Et Orange est un pourvoyeur de valeur dans cette analyse de ce phénomène d'adressabilité que j'ai évoqué tout à l'heure. On doit réinventer nos métiers dans la direction que tu as évoquée il y a 2 minutes, c'est-à-dire être plus en amont de la réflexion stratégique, puisque les marques, l'espérance de vie des entreprises n'a jamais été aussi faible. Et donc, les marques ont besoin, les entreprises ont besoin d'être aidées pour assurer leur pérennité, pour écouter ce que veulent leurs clients et créer des relations avec ces clients-là qui fassent qu'on puisse encore en parler dans 15 ans. Donc je pense que les boîtes ont besoin, de ce point de vue-là, les boîtes ont besoin d'être aidées. Concernant les GAFA, oui, il y a un phénomène qui est, je dirais, presque préoccupant, qui est de voir la captation des investissements publicitaires, en particulier sur le mobile, par 2 acteurs que sont Facebook et, à l'intérieur de Google, évidemment, YouTube. Avec, comme vous le savez, une certaine... je dirais, une attitude assez réfractaire finalement à ce que les données captées autour de la diffusion de contenu, y compris à travers Instant Article pour les Échos par exemple, pas de partage de données, etc.,
mettent les médias ou les agences et les annonceurs dans une situation très forte de dépendance. J'aimerais même parler d'Amazon, parce que Amazon va encore plus loin, parce qu'Amazon vend vos produits. Donc Amazon va bientôt dire peut-être pas, je ne vais pas citer Orange, je vais citer un constructeur automobile, parce qu'ils vont être capables de vendre des voitures, va dire à un constructeur automobile, le contenu le plus... Je peux te dire à toi, constructeur automobile, quel est le contenu qui va le mieux transformer. Et comme ils ont la vision d'un bout à l'autre de la chaîne, y compris de la commercialisation, le pouvoir d'un Amazon va être absolument gigantesque. La seule façon alors de lutter contre ça, c'est pas de considérer que Google et Facebook ce sont des ennemis. Je pense que Google et Facebook, en ce qui nous concerne, sont à la fois des partenaires et des concurrents. Ils sont des partenaires et des concurrents des médias. Quand j'écoute le patron de Messenger nous expliquer qu'ils vont commencer à créer des contenus, des petites vidéos sur Messenger, je ferai le pari, peut-être se revoir dans 10 ans, que je ne vois pas ce qui les empêcherait dans 10 ans d'aller faire des 52 minutes ou des séries télévisées pour concurrencer Netflix. Quand ils me disent qu'ils vont faire des paiements peer-to-peer sans passer par les PayPal et autres, je me dis que oui, des Orange Bank et autres partenaires vont voir arriver dans ces univers également des concurrents, en particulier sur les petits paiements, à l'instar de ce que peut faire un WeChat en Asie du Sud-Est. Donc c'est des concurrents, ce sont des partenaires. Et la seule façon d'exister avec eux, c'est effectivement de faire tout ce travail. D'ailleurs, j'aime citer les Échos parce que les Échos font ce travail-là. C'est le travail de monétisation de l'audience. C'est d'essayer d'étendre ces territoires d'expression au-delà de sortir un journal le matin, etc., etc. Donc il y a des solutions. Les entreprises non seulement des challenges pour bien écouter leur public, bien adresser les messages et les expériences qu'on leur fait vivre, mais aussi comment est-ce qu'on les aide à ce que leurs équipes soient culturellement pas juste préparées au changement lié au numérique, mais juste préparées au changement. Parce que finalement, le sujet d'aujourd'hui, c'est pas la révolution numérique, c'est comment est-ce qu'on vit sereinement comment on vit sereinement le changement permanent. Moi, je suis parti d'une conviction, c'est que dans nos organisations, on sait tous, moi j'ai travaillé chez Peugeot pendant longtemps, etc. À un moment, on m'a fait faire c'était pas le HEC, c'était le HEC Management, là, vous voyez, ces formations en un an. Et on m'a dit, tu es la crème de la crème, donc on va te faire le HEC, truc là. Et en fait, je me suis rendu compte après que dans les enjeux qui concernent nos entreprises, finalement, c'est pas tellement les 5% de l'élite qu'il faut que l'on accompagne, c'est les 95% qui se sentent vivre dans un monde analogique. Et ce que je dis au niveau de l'entreprise, c'est la même chose au niveau de l'école et c'est la même chose au niveau, je dirais, de l'aménagement du territoire. Parce que, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais l'école 42 station F, c'est formidable. Mais quand vous demandez aux jeunes d'où ils viennent, etc., il n'y a pas plus endogame que station F. Et je veux dire par là, et je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Bien sûr qu'il faut le faire. Mais le vrai enjeu, c'est comment on fait en sorte d'embarquer 95% de la population, 95% de nos équipes dans le train de la modernité. Ce que je fais dans mon entreprise, c'est comment j'embarque 95% de la population. Ça passe par la fin de la gestion par population de la politique RH, puisque dans les politiques RH, on a tous fait ça. C'est les cadres. D'ailleurs, vous avez remarqué, le mot cadre a disparu de notre vocabulaire. Ça prouve bien que c'est un métier qui est quand même un peu challenge. Enfin, c'est une position d'entreprise qui est très challengée. Et donc, c'est comment j'embarque les 95%, sachant qu'une partie voudra pas monter dans le train ou regardera les bras croisés en me disant qu'est-ce qu'il veut celui-là et j'attends qu'il se plante. Donc, et ça veut dire des formations beaucoup plus individualisées tout au long de la carrière et pas juste quelque chose qui est réservé aux 5% de l'élite, parce que cela, je pense qu'on leur dédiera de toute façon toujours le temps nécessaire. Et donc ce que je dis dans l'entreprise, c'est ça, c'est une politique d'individualisation des formations, une politique RH très
très personnalisé. Ça change, hein. Un RH, il va vouloir gérer des populations, hein. Ça veut dire aller plus loin encore dans les rémunérations, c'est pas les mêmes, même si ce sont des populations qui se ressemblent, parce que chacun a son propre projet, et c'est particulièrement vrai pour les millennials. Nous, on a 80% de millennials dans notre organisation, donc des gens qui ont moins de 35 ans, et c'est ce qu'ils attendent. Et j'allais dire, ça ne me choque pas qu'ils attendent de travailler sur des projets à 3 ans, et au bout de 3 ans, on a envie de travailler sur un autre projet. Et si pendant 3 ans, on les a très bien utilisés, qu'ils veulent partir, tant pis, mais au moins, ils auront fait un bon travail pendant les 3 premières années. Et s'ils reviennent dans 5 ans, qu'on ne les ait pas traités de traîtres à la cause, parce que finalement, c'est pas grave s'ils reviennent. Même moi, je me fais violence de temps en temps, parce que des gens me quittent. Je dis, mais t'es un traître, je t'aime plus. Vous voyez, comme on est tous un peu pareil. Puis finalement, 4 ans plus tard, il revient. Et finalement, c'est bien aussi. Et donc, c'est pour ça que je crois à ça. C'est pour ça que je crois que, notamment la loi sur le travail, elle va amener parce que la loi sur le travail, c'est pas juste les plafonds sur les indemnités prud'homales, c'est aussi le changement de culture. C'est-à-dire, pour moi, le vrai signe, il est là, c'est d'accepter que vos salariés sont des gens autonomes et responsables, et qu'ils n'ont pas tous besoin d'avoir 15 personnes qui les entourent pour pouvoir adresser leurs demandes. Et ça ne veut pas dire, là aussi, que les corps intermédiaires vont disparaître. Ça veut dire juste que dans un monde où le hors-salariat sera peut-être dominant, eh bien, les syndicats, notamment, doivent réinventer la valeur qu'ils apportent aux collaborateurs. Et ça, c'est une chance pour eux. Tout ça, ça va dans le sens d'une autonomisation des individus que l'entreprise peut contribuer à promouvoir, et que, évidemment, puisqu'on est dans une grande école, que l'éducation doit plus que promouvoir, doit susciter dès le CP. Parce que avoir un enfant autonome qui sait se mouvoir dans un monde complexe, c'est ce que doit faire l'éducation nationale. Et quand je disais tout à l'heure, sur l'entreprise, gérer des populations, ce n'est plus possible. Eh bien, c'est pareil dans l'éducation. C'est-à-dire qu'on doit petit à petit se mettre à gérer des individus. C'est super difficile pour l'éducation nationale parce qu'ils ont envie, dans cette vision égalitariste d'un autre temps, centralisée surtout plus qu'égalitariste, c'est on gère des populations. Eh bien non, il faut gérer des individus pour donner à chacun sa chance. Et c'est d'autant plus important que justement, il y en a qui ont moins de chance que les autres, comme dirait, non, il disait pas ça Coluche, il disait certains sont plus égaux que d'autres, et c'est la vérité dans un monde numérique, parce que quand c'est complexe, certains ont une vision un peu béate du numérique en disant donner une tablette à chacun. J'avais un bouquin que vous avez lu, c'est une petite poussette, et j'avais le sentiment quand même, donner une tablette aux gamins, ils vont se débrouiller. Oui, ils vont se débrouiller sur l'ergonomie, sauf qu'il y en a un qui va regarder des vidéos toute la journée, et puis il y en a un qui va apprendre à lire. Et ben, c'est pas tout à fait le même résultat. Ils sont peut-être autonomes par rapport à la technologie, mais pas tout à fait le même résultat derrière. Et donc c'est comment les outils numériques servent à finalement identifier les talents de chacun, les faiblesses de chacun. La data, elle sert énormément à ça. Vous savez que l'éducation nationale a mis en place un système de partage de data entre l'éducation nationale, les services sociaux, etc., etc. Grâce à ce partage de data, eh bien, l'éducation nationale arrive à identifier, vous savez, les enfants qui ont des problèmes scolaires. Plutôt que de l'identifier au mois de février, vous l'identifiez au mois de novembre. Et ces 3 mois d'écart dans la vie d'un enfant au CP ou en CE1, quand il commence à apprendre à lire, eh bien, c'est fondamental. Et bien ça aussi, c'est la data qui est au service de cette individualisation de l'éducation, qui passe par plus d'autonomie donnée aux chefs d'établissement, etc. C'est toute une révolution culturelle qu'il faut faire dans l'éducation, dans les entreprises, dans la gestion de nos cités, de leurs relations à leur périphérie, qu'il faut mettre en œuvre. Les millennials, ils ont cette particularité, c'est que c'est comme chez McDonald's, c'est qu'ils viennent comme ils sont. Quand je dis ils viennent comme ils sont, c'est d'ailleurs, vous les voyez en entretien, t'entends moi-même, vous voyez, j'ai mis une cravate aujourd'hui parce que j'ai rendez-vous au MEDEF, mais les millennials, ils viennent comme ils sont habillés comme ils sont à la maison. Ça, c'est le vrai, pour moi, c'est le vrai changement. Vrai changement, c'est vous les voyez, vous dites, bon, ok, et parce que pour eux, le monde de l'entreprise comme leur monde à eux, les frontières sont tout à fait ténues.
Et donc ils viennent avec des ambitions, une façon de vivre qui ressemble beaucoup à la façon dont ils sont à la maison, même s'ils savent faire la part des choses, même s'ils reconnaissent l'autorité, tout ça n'a pas fondamentalement changé. Ils viennent pour des projets, ils reconnaissent pas les chefs, ils reconnaissent les leaders. Un leader, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui sait utiliser son leadership, c'est-à-dire son pouvoir d'influence. C'est quelqu'un qui doit être exemplaire et c'est quelqu'un qui doit être empathique. Je pense qu'un leader qui est à la fois exemplaire, quand l'exemplarité, c'est pas juste pas voler dans la caisse, évidemment, c'est aussi l'exemplarité d'un point de vue de je m'y colle. Voilà, c'est je démontre mon expertise par mon expérience, je sais faire aussi le travail. Et puis l'empathie. Nous, on était dans une société du où il fallait faire des choix. On est soit ça, soit ça. On met une cravate au bureau, on met un jean à la maison. Eux, ils sont entrés dans la société du et. Pour ceux qui font des études d'opinion, vous regardez, ceux qui cochent toutes les cases, en général, sur tout sujet, c'est les millennials. Ils sont ça, ils sont ça, ils sont ça, ils sont ça. La société du et. Et donc, ils veulent être à la fois eux-mêmes au bureau et en même temps être professionnels, être sur des projets qui les enthousiasment, etc., etc. Et je pense que c'est jouable. D'abord, on ne peut pas faire autrement. Et puis, c'est intéressant. Parce qu'ils sont intéressants, ils ont des choses à apporter. C'est vrai que je disais tout à l'heure, quand on était chez Peugeot, le gars vous disait « toi, tu sais rien ». Bah ouais, je sais rien. Et aujourd'hui, c'est la première fois qu'on se sent émigrer chez soi en entreprise. Parce que vous avez des gens, je ne sais pas si ça vous arrive, disant « mais il en sait plus que moi sur tout un tas de sujets ». Et donc, ça challenge les cadres intermédiaires, plus que les cadres dirigeants, ça challenge l'encadrement intermédiaire. Le numérique, il a quand même une vertu, c'est qu'il allonge l'espérance de vie et il va rendre nos vieux jours sans doute plus confortables. D'abord, avec un peu de chance, on les passera plus longtemps à la maison. Donc rien que ça, je suis tout à fait optimiste sur l'impact du numérique. Ce qui est vrai, c'est que, et c'est pour ça que je parle d'inclusion, c'est que le numérique, par l'avance qu'ont un certain nombre de nos concitoyens, et je ne parle même pas des GAFA à San Francisco, où j'y reviendrai une seconde, c'est que le risque existe de voir émerger une aristocratie digitale qui capte l'essentiel de la richesse avec des hordes de serviteurs de ces gens-là. Qu'est-ce qui me fait dire ça? D'une part, c'est que c'est la première fois historiquement qu'on voit la taille et le pourcentage de la classe moyenne en Europe diminuer au profit de gens plus pauvres et au profit de gens plus riches. Qu'il y a des exemples dans le monde de gentrification qui est assez préoccupante, comme à San Francisco, où le salaire moyen à San Francisco des gens qui bossent dans la vallée, c'est quand même 80 000 $. C'est un peu d'argent, hein, quand on sait que le salaire médian en France est entre 2005, hein, voilà à peu près. Donc on voit bien l'écart qu'il y a et que les expulsions à San Francisco ont augmenté de 25% en 2 ans, que les loyers ont augmenté de 125% et que vous vous retrouvez dans des villes où finalement vous avez que des gens qui se ressemblent et puis tous les serviteurs de ces gens-là sont relégués à des kilomètres du centre-ville. Et donc, on ne veut pas d'une société comme celle-là. Donc, il y a des enjeux de bipolarisation de la société à travers la révolution numérique. Il y a des enjeux de disparition de métiers, je ne dis pas d'emploi, mais de métiers. Oui, alors toutes les enquêtes vont vous parler entre 20 et 40% de métiers qui vont disparaître. Cependant, un autre exemple de ma vision qui se veut positive, c'est que j'ai un client qui s'appelle Adidas. Adidas a fait disparaître les usines d'Allemagne au début des années 90. Tout a été délocalisé en Asie du Sud-Est. Et que grâce à l'évolution des usages, à la demande que j'évoquais au début de cette conversation sur la personnalisation, ils sont en train d'ouvrir 3 usines de nouveau en Allemagne avec des robots, avec des emplois extrêmement qualifiés pour diriger ces usines, parce que ça te permettra, mon cher David, que quand tu voudras une paire de chaussures, d'abord, elles seront à toi et personne d'autre n'aura les mêmes, et que tu ne seras pas obligé d'attendre les 3 mois de transport en bateau, parce que c'est ce qui coûte moins cher, pour pouvoir les avoir. Et donc, je pense que le numérique offre une opportunité de réindustrialiser le pays, et le numérique, il peut créer des emplois non délocalisables, en particulier dans l'univers de la création.
dans l'univers et Dieu sait qu'on a beaucoup d'ingénieurs, etc., etc. Et donc, si on arrive à réussir ça, alors on va éviter cette bipolarisation de la société, ce sentiment de déclassement, ce sentiment de beaucoup d'être dans un monde analogique alors que tous les autres profiteraient du monde numérique. Le vrai danger, pour moi, il est là, c'est-à-dire de se retrouver avec des citadins qui sont des nomades, et puis toute une population qui sont des sédentaires contraints. Et d'ailleurs, tu me disais pourquoi je suis enthousiaste. Je vais te dire pourquoi je suis enthousiaste. Parce que nous, on a une vision très anxiogène par cette idée que des métiers vont disparaître. Oui, des métiers vont disparaître, mais celui qui allumait les réverbères, c'est vrai que quand l'électricité a été inventée, son métier a disparu. Les caissières, c'est des métiers qui vont effectivement disparaître. Mais nous, on a une approche très anxiogène. Regardez l'Afrique. Je veux dire, ils voient le numérique comme une chance, mais incroyable, justement, de garder des talents, et c'est ce que fait d'ailleurs Orange, grâce à Orange Money notamment, eh bien, les talents restent sur place. Regardez le Rwanda, regardez le Mali, regardez même le Kenya, etc. Donc des métiers se créent sur place. Et donc ça, non seulement ça crée de la richesse, mais ça évite les migrations, et pas juste les migrations en dehors de ces pays-là, mais tout ce qui est les migrations, l'exode rural. Quand vous regardez les votes aux États-Unis, je veux dire, on a quand même voté Trump aux États-Unis malgré le plein emploi. Pourquoi? Parce qu'il y a ce sentiment de déclassement et d'inégalité. Sachez qu'aux États-Unis, 90% de la population n'a pas vu son pouvoir d'achat augmenter au cours des 30 dernières années. Et donc ça, il faut bien sûr l'adresser. Et on l'adresse à travers ces trois dimensions que j'évoquais, l'école, l'entreprise, et puis comment on invente, non pas la cité, mais comment on invente la relation entre les métropoles et les territoires à travers les infrastructures et à travers les deux autres leviers en créant de l'emploi non délocalisable.